C'est bon, vous voyez bien mon PowerPoint? Oui. Top. Bon, je pense que je vais commencer. Donc, je vais vous présenter mon stage que j'ai fait donc, sur le versionning et l'entraînement continu dans des pipelines de ML. Mon tuteur, c'était Louis Boutin et j'ai fait ce stage en binôme avec Jérémy Surget. Donc, déjà, je vais vous présenter mon projet fil rouge. Ensuite, on va voir ce qu'on a fait sur notre pipeline pour le versionning, le serving, le monitoring et ensuite un bilan de tout ce stage. Et puis, on va finir par une démo en live, donc on va espérer que tout fonctionne bien. Pour planter le contexte, l'industrialisation du ML, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une majorité des POC, donc des Proof of Concept, qui ne sont pas déployés en production et qui ne créent donc pas de valeur ou peu de valeur. Il y a une étude du MIT qui a dit que seuls 10% des entreprises voient un vrai retour sur investissement de leur projet IA. Donc ce chiffre, il est à prendre avec des pincettes, évidemment. On ne sait pas si c'est uniquement dû au manque d'industrialisation des projets ou d'autres problématiques. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a un réel enjeu sur cette problématique. Au sein d'Octo, on a pas mal d'expérience dans le domaine. Il y a un stage qui a été fait l'année dernière sur le versionning et le monitoring qui a été fait par Jérémy Bouy. Il y a pas mal d'articles qui parlent de ça, du monitoring, du serving, du réentraînement. Et surtout, si vous ne connaisseng pas, il y a la tribu MLenge qui est dédiée à ce thème. Pour parler de ce qu'on va faire, ce qu'on a fait dans notre stage, on était en binôme avec Jérémy. On a fait à deux donc tout le workflow, l'infrastructure et toute notre pipeline. On a bossé à deux dessus et on s'est réparti certaines briques de façon indépendante. Donc Jérémy a bossé sur la partie intégration de TensorFlow Extended, donc il va vous présenter cet après-midi. Et moi, j'ai été donc sur le versionning des différents artefacts et sur le réentraînement continu des modèles que je vais vous présenter. Pour le réentraînement continu, je vais vous présenter le background nécessaire pour faire du réentraînement continu. Et Jérémy vous présentera cet après-midi vraiment l'orchestration, donc avec notamment l'outil Prefect. On a fait sur ce stage de la veille sur les différentes pratiques qui existent dans l'industrialisation. On a réalisé un prototype, donc je vais vous présenter en partie. Et également un partage de connaissances à travers des BBL et des présentations comme cette BOF. Le projet fil rouge, donc nous, notre stage, c'était vraiment d'industrialiser un projet. Donc, c'était pas forcément de créer un algorithme au début et de créer de toutes pièces un front et un back. Donc, c'était vraiment l'industrialisation autour d'un projet. Donc, pour ça, on a pris un projet qui existait déjà. C'est un projet qui a été fait sur un stage l'année dernière par Danae, qui n'est plus à Octo malheureusement. Ce projet, donc voilà, là vous avez un aperçu. C'est un projet de classification, donc c'est un algorithme de classification d'images qui va classifier des déchets ménagers. Donc là, par exemple, on voit qu'on met une image de canette et l'algorithme va nous prédire donc la top class, donc la classe qui prédit, donc la classe de métal là qui prédit à 99%. En plus de ça, il y a un outil donc sur la partie basse de l'image. On voit qu'on a un outil qui a été implémenté, c'est un outil qui s'appelle Lime, qui permet en fait de voir sur l'interprétabilité, de comprendre l'interprétabilité du modèle en fait, donc sur quelle zone l'algorithme s'est basé pour prédire la classe. Donc là, on voit qu'il y a une sélection d'une partie de la canette qui a permis la prédiction de la classe métal. Donc on avait un algorithme qui est un classifieur, qui est un réseau de neurones pré-entraîné MobileNet, donc sur TensorFlow. Il y avait 6 classes à prédire, donc carton, verre, métal, papier, plastique et déchets non recyclables. Et pour cet algorithme, on avait à peu près 3h30 d'entraînement pour environ 4000 données. Donc on a également la web app, donc c'était une app qui était faite en Flask. Donc comme on l'a vu précédemment, on a une interface assez basique où en fait on va choisir une image. On va cliquer sur Classify, ça va nous envoyer la prédiction et l'interprétabilité du modèle. Et troisième partie, on avait également une app de labellisation donc qui permettait de labelliser des données. Donc comme on le voit, on met une image et on dit à quelle classe cette image appartient. Et elle s'en était servie en fait pour se constituer une base de données d'entraînement. Et voilà, donc elle avait récupéré ces 4000 données comme ça grâce aux gens qui labellisaient de la donnée pour elle. Nous, on va voir qu'on s'en est servi un peu différemment, donc notamment pour réentraîner notre modèle.
et qu'on a implémenté aussi cette application de labellisation directement en fait dans notre app de prédiction. Donc ce projet, il était en 3 parties. Il y avait un Git avec les 3 modules dessus. Il n'y avait pas de pipeline ni d'industrialisation. Donc c'était vraiment assez intéressant pour nous. On avait un projet qui était conçu, mais sans aucune industrialisation, sans aucune pipeline. Donc c'était vraiment intéressant pour nous de pouvoir bosser sur ça. On avait un modèle qui était entraîné depuis un notebook, qui était mis à la main dans la web app. Donc vraiment quelque chose qui était parfait pour nous. Et il n'y avait aucune communication en fait entre les 3 modules. Donc voilà le schéma initial du projet. Donc on avait la brique de labellisation qui fournissait une base de données. Cette base de données était mise dans le flux en fait d'entraînement, donc le classifieur, donc où la data était préprocessée puis entraînée pour créer un modèle. En sortie de cette pipeline, de ce flux, on avait un modèle entraîné au format .pickle et ce .pickle était mis à la main en fait dans la web application, donc en modèle embarqué. Voilà un petit teasing en fait de l'architecture fonctionnelle qu'on a souhaité avoir par la suite. Donc voilà, donc une pipeline bout en bout gérée par une CI/CD et avec une infrastructure qui est créée également de manière automatique avec des outils comme Terraform et Ansible. Pour rentrer donc dans le vif du sujet, maintenant donc le versionning, la première partie, on a utilisé MLflow pour ça. Donc déjà, avant de parler de versionning, c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut versionner, notamment en machine learning, ce qui est un peu moins évident. Pour ça, on s'est basé sur la capability version control du framework Accelerate, qui énonce en fait 5 artefacts à versionner. Donc il y a le versionning des modèles, le versionning des datasets, le versionning du run, versionning des dépendances et le versionning des explorations. Sur ces 5 artefacts, on avait des problématiques à gérer. Donc le stockage des fichiers volumineux, nous on était sur des images, donc en données d'entrée. Donc forcément, ça crée un peu de volume. On souhaitait également avoir une visibilité et un accès simplifié aux versions. Et pour finir, pouvoir reproduire les expérimentations de façon assez simple. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'il fallait versionner, c'est bien de savoir pourquoi le faire. En machine learning, il y a plusieurs points qui sont utiles. Donc, je vais essayer de vous présenter. Donc, déjà, une question de temps. Faut savoir qu'en machine learning, un modèle peut demander des heures, voire des jours, dans certains cas, des mois d'entraînement. Donc, le versionner, ça permet d'éviter de perdre du temps en répétant cette étape, en entraînant, par exemple, plusieurs fois un même modèle. Il y a également une problématique de coût, donc la puissance de calcul qui est nécessaire à l'entraînement d'un modèle, elle peut générer un coût financier ou environnemental qui n'est pas négligeable. On a également la reproductibilité. En software traditionnel, on va dire le code le plus récent, donc la dernière version du code est en général celle qui est la plus utilisée, enfin celle qui est utilisée, et les anciennes versions sont obsolètes. En machine learning, c'est pas le cas. On peut avoir un modèle qui a été entraîné, par exemple, il y a 10 mois. Il y a plusieurs modèles qui ont été entraînés après, mais on se retrouve avec des nouvelles données et l'ancien modèle peut être plus performant sur ces nouvelles données que les nouveaux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir d'avoir une reproductibilité sur les anciens modèles. Et le versionning permet ça. On a également l'organisation qui est un point important. En machine learning, on a beaucoup d'expérimentation, donc on teste beaucoup de choses avec des paramètres différents, des modèles différents, des datasets différents, et notamment en plus quand on a plusieurs personnes qui travaillent dessus, ça peut vite devenir compliqué à gérer. Donc on voulait également un framework d'organisation. Et pour finir, l'exposition, donc quand on fait un modèle, qu'on vient de l'exposer, donc de le servir. Et le versionning, on va voir dans notre cas notamment, ça nous a permis de servir le modèle, donc déjà le modèle qu'on veut mettre en production, mais également de pouvoir servir hyper simplement tous les modèles qui ont été entraînés au cours des expérimentations. Donc voilà, maintenant, comment on a fait pour versionner? On a décidé de choisir l'outil open source MLflow, car c'était pour nous, après une veille, l'un des outils les plus matures sur le marché. Il y avait beaucoup de documentation, beaucoup de personnes qui l'utilisaient, donc beaucoup de retours dessus, et il y avait un panel de fonctionnalités qui était assez énorme.
Donc, je vais vous présenter un peu toutes ces fonctionnalités, celles qu'on a utilisées. Donc, il y a 4 briques de TensorFlow. Donc, MLflow Project, en fait, c'est la seule brique qu'on n'a pas utilisée. Donc, elle permet de packager le code, en fait. Et nous, on avait déjà notre code qui était packagé avec Will. Mais par contre, on a utilisé les 3 autres briques. Donc, MLflow Tracking, ça permet de versionner et d'afficher des expérimentations. MLflow Model, ça permet de formater, en gros, packager et déployer les modèles. Et MLflow Registry, ça va nous permettre en fait d'annoter les différentes versions des modèles. Alors, on va commencer avec MLflow Tracking, donc qui permet de versionner et de représenter les différentes expérimentations. Là, on voit l'interface que propose MLflow Tracking. Donc, en fait, c'est une interface qui est hyper visuelle, qui est hyper simple à comprendre. Et en fait, donc là, on voit sur la gauche qu'on est sur une expérimentation qui s'appelle Simple Modèle. Et en fait, tous les runs et toutes les expérimentations qui auront été faites, elles vont être pluguées en fait dans cette interface. Et donc là, on voit sur chaque ligne, on a une expérimentation avec l'heure à laquelle elle a été faite, l'utilisateur, la source. Donc là, c'est le fichier main.python qui l'a lancé, le modèle qui est utilisé, les différents paramètres qu'on a, les métriques qui en sortent. Donc vraiment une interface qui est hyper efficace. On a, avec MLflow Tracking, en fait, le but aussi, c'est de loguer dans le code directement de façon très simple, en fait, les différents logs qu'on veut faire. Donc, par exemple, ça peut être des paramètres du modèle, comme on l'a vu précédemment, les métriques, des notes à propos d'une exécution. En fait, si on veut dire cette exécution, par exemple, c'était un test où on a voulu essayer une chose, on peut écrire le texte et ça va venir loguer et l'afficher directement dans l'interface derrière, le temps d'exécution, etc. Et donc là, à droite, on voit un affichage différent de l'interface où on peut voir différentes métriques. Nous, on a choisi pas mal de métriques, donc les accuracies après seuillage, des soft recall, donc en fait des métriques qui nous permettaient d'identifier la performance de notre modèle. Donc ça, c'était des logs assez simples. On peut aussi faire des trucs un peu plus poussés, donc comme le tracé des accuracies au fur et à mesure des expérimentations. Donc tout ça, c'est ce qu'on a sur l'interface MLflow. À droite, on voit aussi qu'on peut loguer dans l'interface MLflow des formats qui sont hyper variés, donc tout type de format, donc des CSV, des HTML, des PNG. On peut même loguer des cartes interactives, donc c'est vraiment très très puissant. Et il n'y a pas de limite en fait sur les logs qu'on peut faire. Ça permet donc de centraliser un peu toutes nos infos sur l'interface MLflow. Pour le stockage, donc MLflow Tracking, on a vu qu'il puisait pas mal de données, donc il faut les stocker. Il y a un backend store et un artefact store. Le backend store, ça va permettre de gérer toute la metadata des expérimentations, donc tous les paramètres, les logs, en fait, les paramètres, les métriques, etc. Pour ça, nous, on a utilisé une PostgreSQL sur AWS. Et ensuite, on a l'artefact store, lui, qui va gérer les données plus volumineuses, donc par exemple les modèles, les datasets ou autres. Donc en fait, toutes ces données qui sont plus lourdes. Et pour ça, nous, on a utilisé un bucket S3 sur AWS. Donc voilà l'infrastructure en fait qui nous permet de gérer MLflow Tracking. Donc à gauche, là, on voit qu'on a notre code d'entraînement en fait qui est dans une instance, le code d'entraînement de notre modèle. Et à l'intérieur de ce code, on va venir mettre des logs MLflow qui vont loguer les différentes choses qu'on veut avoir sur notre interface, donc comme on a vu les paramètres ou les métriques. Et à droite, on a une autre instance qui, elle, va contenir un serveur MLflow qui tournera sur cette instance de façon indépendante. Et les logs vont arriver donc dans cette instance et on voit qu'on a donc notre backend store et notre artefact store qui sont également gérés à côté. La deuxième brique donc d'MLflow, c'est MLflow Model qui va nous permettre en fait de packager et de déployer les modèles qu'on log. Donc packager en fait c'est quoi? C'est qu'en fait dans notre code on va loguer un modèle, mais ce modèle on va le formater d'une certaine manière, donc c'est-à-dire par exemple si c'est un modèle scikit-learn, TensorFlow, Keras ou quoi, on va le préciser à MLflow. Donc il y a déjà des modèles, des types de modèles qui sont enregistrés dans MLflow, donc on va lui spécifier. Si le modèle il est pas disponible dans MLflow, on peut également le personnaliser. Donc si on a un modèle un peu particulier, un nouveau modèle ou quoi qui n'est pas spécifié, on peut le personnaliser. Donc ça permet également d'avoir une grande scalabilité d'MLflow sur tout type de modèle. Et pour finir, on peut également spécifier au modèle une signature. Donc c'est une description de l'input et de l'output du modèle
Nous, dans notre cas, donc c'est une image au format JPEG qui est formatée avec une shape spécifique. On peut lui spécifier à MLflow. MLflow Model, ça permet aussi de déployer. Donc, il y a 3 stratégies en fait d'exposition qui sont proposées par MLflow. Donc, il y a la stratégie par API REST avec MLflow Model Serve. On peut également faire des prédictions par batch, donc avec MLflow Model Predict. Et la dernière solution, c'est on peut monter une image Docker en fait avec un modèle embarqué avec MLflow Model Build Docker. Et pour ces 3 stratégies, en fait, on a une gestion des dépendances qui est faite par MLflow, donc ce qui va nous permettre de versionner les dépendances. Dès qu'on va enregistrer un modèle, comme on l'a vu précédemment, quand on va packager un modèle, il y a directement un fichier .yaml qui va se créer. Et dans ce fichier, il y aura toutes les dépendances nécessaires au modèle. Donc, quand on fera le serving, les dépendances seront automatiquement téléchargées et on n'aura pas besoin de gérer ça. Donc voilà, avec MLflow Tracking et MLflow Model, notre interface, elle s'est maintenant améliorée. Donc à gauche, on a ce qu'on avait vu précédemment, les expérimentations avec les différentes expérimentations qu'on a eues. Et à droite, on a un nouvel onglet en fait qui apparaît. C'est les différents modèles qu'on a. Donc là, on voit que par exemple pour le modèle TensorFlow MobileNet, on a 5 versions qui ont été faites. Et la dernière brique, qui est une des briques hyper importantes également, c'est MLflow Registry. En fait, MLflow Registry, ça va nous permettre de taguer les versions de modèles. Donc là, on a vu qu'avec MLflow Tracking et MLflow Model, on a logué des modèles qui sont formatés et qui sont disponibles maintenant pour le serving. MLflow Model Registry, ça va nous permettre d'annoter, en fait, de taguer ces modèles. Donc les taguer, c'est quoi? C'est dire ce modèle, on va le taguer par exemple en production, en shadow, en archivé par exemple, et on va pouvoir identifier un modèle en plus de son hash par son tag. Et ça va nous être très utile pour en fait servir le modèle derrière. Là, on voit sur l'interface qu'on a le modèle TensorFlow MobileNet version 3. On clique sur ce modèle et on va dire, voilà, ce modèle, on veut qu'il soit tagué en production. On clique sur transition to production. Et une fois qu'on va servir le modèle, on va plus dire on sert le modèle 3, mais on dira on sert le modèle tagué en production. Et ça nous permet en fait de faciliter ce serving et d'avoir une visibilité sur l'interface qui est assez propre. Voilà, donc la visibilité, comme je l'ai dit, on a nos différents modèles et on peut voir très simplement lesquels sont en production et lesquels sont staging. Là, c'est Shadow, donc c'est un modèle qui tourne à côté pour voir son efficacité. Donc voilà, un petit rappel de MLflow, de l'infrastructure pour MLflow Tracking. Donc on avait notre code d'entraînement, les logs dedans, à côté notre instance avec le serveur MLflow qui tournait et nos 2 bases de données. Maintenant, pour le serving, en fait, on a toujours ça. On rajoute un conteneur Docker avec une API de serving qui tourne dessus. Cette API de serving, elle est branchée au bucket S3 qui contient les modèles formatés par MLflow Model. Et maintenant, une fois qu'on a cette API de serving qui tourne, on va venir la committer, la brancher avec la web app, donc qui est sur une autre instance indépendante. Et à l'intérieur de cette web app, on n'a plus comme avant un modèle embarqué qui fait les prédictions, mais on fait des calls sur l'API de serving en fait, et on aura directement les retours de cette API qui vont nous faire la prédiction. Donc voilà, avec MLflow, on a pu gérer 4 de nos artefacts qu'on souhaitait versionner. Donc le versionning des modèles, le versionning des dépendances, le versionning du run et des explorations. Il en reste un, c'est le versionning des datasets. Pour ça, on ne souhaitait pas utiliser MLflow, on souhaitait utiliser DVC. On n'a pas encore eu le temps de l'implémenter, mais on va avoir ça sur le mois prochain. Mais il y a Jérémy Bouy qui a fait son stage l'année dernière sur DVC et il y a pas mal déjà de pistes dessus, même si DVC a une nouvelle version qui vient de sortir. Donc, ce sera intéressant de creuser là-dessus. Donc voilà, je vous ai parlé un peu du serving avant avec MLflow. Le serving avec MLflow, il avait des avantages et des inconvénients. Donc, son principal avantage, c'était vraiment de pouvoir faire le serving grâce au tag. Donc, dire non pas on sert la version 3, mais on sert le modèle qui est tagué en production sur l'interface.
Donc ça, c'est un des atouts forts de MLflow. On pouvait également faire le serving pour plusieurs modèles. Donc en fait, notre API de serving, elle pouvait servir plusieurs modèles. Donc par exemple, un modèle en prod et un modèle en shadow. On n'était pas obligé d'avoir plusieurs API qui tournaient. Les inconvénients, c'est la performance. Donc en fait, avec MLflow Serving, on peut avoir une API REST uniquement. Donc ça nous dérangeait un peu parce que on sait qu'il y a d'autres types d'API qui peuvent être plus performants. Et deuxième chose, la disponibilité d'un modèle en fait. C'est-à-dire que quand on changeait le modèle, donc par exemple on a la version 3 d'un modèle qui était tagué en production, si on voulait changer ce tag, donc que ce soit plus le modèle 3 qui soit en production, mais le modèle 5 par exemple, en fait on était obligé de relancer l'API de serving pour qu'elle retrouve le modèle qui est en production. En fait, il n'y avait pas de loader, de trigger qui regardait en permanence si le modèle en production changeait ou pas. Donc ça, c'était un des inconvénients. Donc on a fait un petit comparatif avec TensorFlow Serving. Alors TensorFlow Serving, il avait des meilleures performances parce que il pouvait utiliser une API REST et gRPC. Donc là, on voit le petit comparatif. Donc c'est quasiment 10 fois plus rapide. Donc 0,02 secondes pour le serving avec TensorFlow et 0,15 secondes pour le serving avec MLflow. Donc, on trouvait ça quand même assez impressionnant, la différence. Et il y avait la disponibilité des modèles en plus qui était avec TensorFlow Serving. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on changeait le modèle en production, TensorFlow Serving le repérait directement grâce à des triggers qu'il avait. Et on n'avait pas besoin de relancer le serving pour changer le modèle. Donc ça, c'était très intéressant. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas l'utilisation du tag du modèle, donc qui est proposé par MLflow Registry. Alors pour ça, on a fait un petit mix de MLflow et de TensorFlow Serving pour avoir un peu les avantages et les inconvénients et les avantages de chacun. Donc pour ça, en fait, on a utilisé là vous voyez sur la ligne de code getLatest version, c'est une fonction qui permet en fait de récupérer le pass du modèle, donc le chemin du modèle où est enregistré, en gros, pour dire grossièrement, où est enregistré le point pickle du modèle. Donc, c'est un pass qui pointe vers un bucket S3. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré ce pass du modèle qui est en production. On l'envoie à TensorFlow Serving et TensorFlow Serving va pouvoir en fait servir le modèle qui est en production. Donc, avec cette petite combine, on avait les avantages de TensorFlow Serving et l'avantage du tag proposé par MLflow. Voilà, donc là, on a notre modèle qui est servi avec les meilleures performances possibles et la meilleure utilisation qu'on peut en faire. Et donc, à la suite de ça, il convient de monitorer un peu les performances des modèles. Pour le monitoring en fait, des prédictions que notre modèle fait, on est parti sur quelque chose de très simple dans un premier temps. Tout simplement, en fait, sur notre application, quand l'application propose une prédiction, on a rajouté un petit formulaire qui tout simplement propose à l'utilisateur de dire si la prédiction a été bonne ou mauvaise. À la suite de ça, il y a un CSV qui est rempli automatiquement avec la date de la prédiction, l'accuracy, donc la précision avec laquelle on a prédit, et si la prédiction a été bonne ou pas. Donc voilà. En plus de ça, on a rajouté un petit un choisir label. Donc c'est un peu, ça fait référence à l'application de labellisation que j'avais présenté au début. Si la prédiction est mauvaise, on propose donc de donner le label de l'image qu'on a mis, et cette image en fait, elle sera directement ajoutée à notre dataset qui est stocké dans un bucket S3, et elle sera ajoutée au dataset avec le bon label, et donc ça permet d'enrichir en fait notre base de données comme ça sur chaque prédiction. Donc ça, c'était pour la prédiction le monitoring de la prédiction. On a aussi souhaité monitorer l'API, ouais. Donc c'est performances de l'API avec Prometheus. Donc Prometheus, c'était on l'a utilisé avec TensorFlow Serving. C'est facilement, on peut le mettre facilement en place. Ça propose en fait plein de graphiques sur les performances de l'API. Donc ça peut être le nombre de requêtes là, comme je vous ai affiché. Donc là, on peut voir en fait qu'on a deux modèles qui tournent, donc un modèle en production et un modèle en shadow.
et on peut voir le nombre de requêtes qu'on a eu sur une période. On peut également avoir la latence des requêtes au fil du temps. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes pour monitorer vraiment l'API. Voilà, donc je vais vous faire un petit bilan de ce stage. Alors déjà, je vais parler d'infrastructure, donc on va faire un petit point sur le budget de l'infrastructure par mois. Donc on avait 3 instances T2 large, donc des instances EC2. On était sur Amazon exclusivement, sur AWS. Donc on avait 3 T2 large, donc qui coûtaient 0,10 $ par heure. Donc sur un mois, ça fait 228 $, donc 192 €. On avait un bucket S3 qui coûtait 0,020 centimes de dollars par giga et par mois, donc par giga de stockage et par mois. Donc ça fait à peu près 1 $ par mois. Et on avait notre RDS, donc c'était une DBT3 micro qui, elle, permettait de stocker la metadata des runs d'MLflow. Et ça, c'était à peu près 11 € par mois. Donc le total, c'était environ 204 € par mois. Ça paraît assez cher. Après, nous, en fait, on pourrait réduire ce budget. Le truc, c'est qu'on a choisi de faire plusieurs instances pour avoir des cycles de vie de nos différentes briques hyper indépendantes. Donc, c'est-à-dire que si on a un problème sur la brique d'entraînement, que notre entraînement crash, ça n'impactera ni le serving, ni l'application. Donc, en fait, chaque brique est indépendante et en fait, c'est ça qui crée un budget assez conséquent. Voilà les difficultés, les challenges un peu qu'on a rencontrés au cours de ce stage. Un des gros points, c'est le fait de rester compliant, notamment avec le tenant Accenture AWS. D'abord, en fait, pour ceux qui ne savent pas, les instances, il faut qu'elles soient compliant en suivant les règles d'Accenture. Donc, ça fait un setup assez costaud. Nous, on était sur Terraform sur Terraform Ansible pour créer et provisionner nos instances. Donc, ça a été un peu un travail supplémentaire pour nous. On avait également un update des credentials pour accéder à AWS qui était assez redondant. Toutes les heures, en fait, il fallait changer les credentials, donc c'était assez long. Et on avait aussi dans cette optique de rester compliant, on a souhaité dans notre code en fait cacher toutes les variables sensibles, donc par exemple des tokens d'accès à Git, tout ça. Donc en fait, on a souhaité cacher ces variables, donc ne pas les mettre en dur dans notre code. Donc on a utilisé des petites combines qui nous ont un peu challengé. On a également bossé sur du code legacy, donc comme on l'a dit, le projet il avait été déjà commencé, donc pas sur la partie industrialisation, mais sur la partie vraiment création de modèle. Donc le fait d'utiliser un code hérité, donc il y a un temps d'imprégnation du projet qui est conséquent, et il y a la compréhension de certaines fonctionnalités qui peut être un peu complexe parfois, donc des fonctionnalités qui avaient été faites mais qui sont plus utilisées ou qui avaient été faites dans un but pas forcément de l'utiliser, donc voilà. Et sachant qu'en plus Danae qui avait créé le projet n'était plus chez Octo, c'était un peu complexe pour avoir des retours. Et pour finir, l'infrastructure. Donc nous, on sortait d'école, donc on avait très peu de connaissances en Ops, donc ça nous a permis de monter en compétence énormément sur ce sujet. Donc on a eu du mal au début sur la gestion de la puissance de nos instances, le stockage nécessaire. En fait, on n'avait pas forcément de point de référence pour ça, donc on y est un peu allé à tâtillon au début et on a compris un peu comment ça fonctionnait par la suite. Et on a aussi été challengé sur le droit et les différents accès qu'il fallait avoir entre différentes briques de notre infrastructure. Donc, par exemple, quelle instance devait avoir accès, avec quel droit, à quelle base de données, etc. Voilà, donc c'était un peu trois axes d'amélioration qu'on pourrait faire si on avait le temps. Ça serait déjà implémenter le versionning des datasets, comme je l'ai dit, avec DVC. On pourrait également améliorer le monitoring. Donc, comme on l'a dit, pour l'instant, on fait un monitoring avec simplement en fait un fichier CSV qui est rempli au fur et à mesure. On pourrait utiliser des outils de visualisation comme Grafana ou autre. Ça fait partie des points d'amélioration. Et pour finir, donc l'orchestrateur, Jérémy va vous le présenter cet après-midi. L'orchestrateur, il pourrait être amélioré avec de nouveaux
nouveaux points de déclenchement pour l'entraînement. Voilà, je ne sais pas si je fais les questions d'abord et après une démonstration, peut-être la démonstration d'abord. Oui, vas-y, avec la démo, ouais. La démo ? Ouais. Voilà, donc notre flow de projet. Donc on a une web app qui fait des prédictions. On a des nouvelles données qui sont générées à l'issue des prédictions parce qu'on a vu qu'il y avait une labellisation intégrée. On a ensuite une orchestration. Quand il y a beaucoup de nouvelles données qui rentrent, on va se dire bon ben on va réentraîner notre modèle. Et ensuite on a un modèle tracking de cet entraînement avec MLflow qui s'ensuit d'un serving, et le serving sert la web app, donc on a une boucle comme ça du projet. Alors je vais vous montrer cette boucle. Hop. Alors déjà, je vais vous montrer le code, donc très rapidement. Là, c'est notre fichier main, en fait, donc c'est ce fichier qui fait l'entraînement du modèle, donc qui fait appel à les fonctions de pré-processing, des fonctions d'entraînement, etc. Dans ce fichier, on a deux choses. On a des décorateurs Prefect. Donc en fait, comme on voit là, ces décorateurs, en fait, ça va permettre à Prefect de lancer des tâches. Donc Prefect, c'est l'orchestrateur, donc qui vous sera présenté cet après-midi. Et on a un setup MLflow qui nous permet de loguer nos différents artefacts. Donc là, par exemple, on a des métriques qui sont dans un dictionnaire, et on va loguer ces métriques avec MLflow. Donc là, hop. Si je vais sur Prefect, donc Prefect, c'est l'orchestrateur, on a des flows, donc un flow de serving, un flow de training. Si je vais sur le flow training, que je le lance, donc là, je le lance à la main, ça va lancer en fait un entraînement, donc en fait, ça va lancer tout le programme que j'ai montré. L'entraînement va être lancé. À la suite de cet entraînement, on va avoir tous les logs qui vont apparaître dans MLflow. Donc là, ça, c'est l'interface MLflow. Alors, je ne sais pas si l'entraînement a eu le temps de se lancer. Hop. Donc là, il y a l'entraînement qui est en train de se lancer. Et voilà, il y a une nouvelle ligne, donc là, à 11h47, qui vient d'être créée. Donc là, le modèle n'est pas encore entré, elle n'est pas encore tout à fait finie, parce que l'entraînement n'est pas fini. Et avec cette ligne, donc, on a les différents logs relatifs au run qu'on vient de faire. On a ensuite ici toutes les versions du modèle. Donc quand je clique ici, on a toutes nos versions de modèle avec la version qui est taguée en production, la version qui est taguée en shadow. Donc là, je peux simplement changer la version qui est taguée en production. Donc ici, par exemple, si je veux changer la version, je clique et hop, on change la version. Et donc ça nous fait le serving. Et ici, maintenant, j'ai l'application. Donc si je veux prédire, donc je vais prendre ma boîte d'œufs. Si je veux prédire à quelle classe appartient cette boîte d'œufs, je clique sur Classify et ça va me faire ma prédiction avec le modèle qu'on a choisi, tagué en production. Voilà, donc là on a l'image qui est ici, et là on me dit que c'est du plastique, bon à 58%, c'est parce que c'est un modèle simplifié, donc j'ai mis que je viens d'entraîner, donc pour simplifier un peu la démarche. Donc là je lui dis que la prédiction elle est mauvaise, du coup je vais dire que c'est du carton. J'envoie le label, et là donc en fait cette image elle a été envoyée dans notre base de données avec un label carton, donc elle va enrichir la base de données. Et voilà, donc à partir d'un certain temps, donc l'orchestrateur Prefect, il va relancer un entraînement en voyant qu'il y a beaucoup de nouvelles données, et ainsi de suite. C'est comme ça que le flow reprend. Et voilà, là j'ai l'application aussi Prometheus qui nous permet de voir les différentes performances de l'API. Donc là, si on veut voir par exemple le nombre de requêtes qu'on a eues sur le graphe. Donc voilà, donc là on a nos deux modèles. Le modèle en jaune, c'est le modèle en production, et en shadow, donc là on voit que sur les 2 dernières heures, il y a eu trois prédictions avec trois requêtes sur les deux modèles. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions. Eh bien, écoute, super, merci beaucoup. Donc moi, j'ai pas mal de remarques et pas énormément de questions parce que j'ai trouvé ça hyper clair.
Donc, et puis c'est par rapport au premier sujet que je connais, que je maîtrise beaucoup moins bien, ça je maîtrise un peu plus. Est-ce Ouais. qu'il y a des gens qui ont des questions? Moi, j'ai une question, Vas-y. Antoine. Ouais. J'aimerais bien savoir si tu peux remonter un petit peu sur la partie d'MLflow où tu parlais justement de la partie où ça s'intégrait avec TensorFlow Serving et que tu Ouais. avais fait un système pour aller récupérer l'endroit où était stocké. Ouais, c'est à cet endroit-là. Est-ce que tu peux juste m'expliquer du coup comment est-ce que tu fais au niveau de TensorFlow Serving pour aller du coup download le modèle? Tu utilises MLflow directement? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, MLflow, là, à partir d'ici, on l'utilise plus. MLflow, là, il nous sert vraiment juste pour récupérer. Je peux te montrer ici. En fait, il nous sert pour récupérer le pass du modèle. Ok, Donc, le pass dans le S3. Quand je vais ici, voilà, en fait, c'est cette URL. Donc là, c'est vraiment le lien dans notre bucket S3 où est le modèle. ok, Et ici, avec cette ligne, je récupère le pass du modèle qui est tagué en production. ok, Et donc, en fait, on a un orchestrateur. Donc là, nous, je crois, on l'a mis à 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, l'orchestrateur, il lance une task qui va récupérer le S3, le chemin du S3. Ce chemin, il est mis dans un config file. Donc, en fait, c'est un fichier c'est un fichier de configuration pour TensorFlow Serving. Et TensorFlow Serving, il a un loader qui va automatiquement voir dans son fichier de config si le modèle a changé. ok. Et en Et est-ce fait, que ce loader, c'est vous qui l'avez codé ou il existe déjà de base dans non, TensorFlow non, Serving? le loader, il existe déjà. Enfin, c'est quelque chose qui est propre à TensorFlow Serving. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est on orchestre l'écriture, en fait, si on peut dire, du chemin dans le config file propre à TF Serving. Ok, merci. Et du coup, dernière question, est-ce que du coup, ce loader, là, ça marche bien parce que ton modèle, il est stocké sur un bucket S3? Ou est-ce que si c'était un autre cloud storage d'un autre cloud provider, ça pourrait poser problème? Tu sais? Non, ça poserait pas de problème. En fait, l'idée, c'est juste de récupérer en fait le chemin qui pointe vers le modèle, quoi. Et en fait, ce chemin, on le met dans le fichier de configuration de serving de TensorFlow. Et TensorFlow, lui, derrière, il a plus qu'à aller servir le modèle qu'on lui a pointé, quoi. Ok, ça marche, merci. De rien.